Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité nationale en politique, la présidentielle du 18 octobre 2020 enregistre deux grosses pointures de l'opposition. Sidia Touré de l'UFR et Lansana Kouyaté du PEDN ont annoncé officiellement leur retrait de la course pour le fauteuil présidentiel. On en parle dans ce journal. Et puis, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 800 000 vies d'enfants sont sauvées chaque année à travers l'allaitement maternel. Cependant, moins de 50% des nourrissons profitent du lait maternel dans le monde. Vous entendrez un spécialiste dans ce journal. C'était là le sommaire, une courte pause, puis le développement. Une fois de plus, bienvenue à tous. L'élection présidentielle du 18 octobre 2020 connaîtra deux absences de taille, du moins pour le moment. Les anciens premiers ministres Sidia Touré de l'UFR et Lansana Kouyaté du PEDN ont opté une nouvelle fois pour le boycott du scrutin. On fait le point avec Sayon Kamara. C'est désormais officiel. L'élection présidentielle du 18 octobre connaîtra l'absence des anciens premiers ministres Sidia Touré et Lansana Kouyaté, qui ont décidé de ne pas prendre part à ce rendez-vous électoral. Les leaders du Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, et de l'Union des forces républicaines, UFR, ont opté une nouvelle fois pour le boycott, alors qu'Alpha Condé a déposé sa candidature ce jeudi à la Cour constitutionnelle. Chez nos confrères du site africaguinée.com, le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines de Sidia Touré a déclaré, je cite, « On a décidé de ne pas participer à cette élection. Nous nous inscrivons dans la logique du combat que mène le Front national pour la défense de la Constitution. Nous pensons que la Guinée a besoin de se refaire. Il faut qu'il ait de la morale, du respect des engagements pris. Nous vivons dans une société où l'autorité viole toutes les lois et où tous les repères sont bafouillés. Nous pensons que l'avenir de ce pays ne passera pas sans la morale. » Quant au PDN de Lansana Kouyaté, il l'a fait savoir ce jeudi soir à travers une déclaration du bureau politique exécutif national du parti. Dans cette déclaration, le bureau exécutif national explique qu'après la consultation de l'ensemble des fédérations de l'intérieur et de l'extérieur de la Guinée, le parti ne présentera pas de candidat à une élection présidentielle où la candidature illégale du président sortant Alpha Condé est admise. L'opposition guinéenne est plus que jamais divisée sur la question de la participation ou non à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Les adversaires d'Alpha Condé ne se sont pas entendus sur une démarche commune. L'exigence qu'ils ont posée pour le retrait du président sortant dans la course à la présidentielle ne pourra plus être respectée. Pendant ce temps, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée entretient des flous sur sa participation ou non à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain sous prétexte de consulter la base avant de prendre une décision. Certains leaders politiques, membres du Front national pour la défense de la Constitution, ont déjà déposé leur dossier de candidature. C'est le cas des anciens ministres Ousmane Kaba et Maître Kabele Kamara. Les jeunes leaders de l'Axe ne digèrent pas la mort du jeune élève Mamadou Seydou Bari, tué par balle dans la soirée du mercredi 2 septembre 2020. Un drame survenu suite à une répression d'une manifestation des jeunes anti-troisième mandat par les services de sécurité. C'est un reportage de Janet Akou Agbodré. Depuis l'annonce de la candidature du président Alpha Condé, la tension monte crescendo dans les quartiers réputés être proches de l'opposition. Les violences ont entraîné pour la énième fois la mort par balle d'un jeune élève de la 10e année au quartier Amdalaï dans la commune de Ratoma. Un autre meurtre que fustige cet activiste de l'Axe. La position de la PJDD est que nous constatons avec amertume qu'il y a des jeunes qui sont en train d'être tués par balle dans cette zone. Et jusqu'à preuve contraire, les unités censées détenir les armes de façon légale, conformément à la loi, c'est la police et la gendarmerie. Et le cas le plus récent, c'est le cas de Mamadou Seydou Diallo, avant-hier nuit, et qui a reçu une balle aussi dans la tête,
selon les informations que nous avons reçues, parce que dès que le jeune a été tiré, moi j'ai été appelé directement, j'étais sur les lieux, et il a été tiré aussi au niveau de la tête. Il a succombé avant même qu'on arrive à l'hôpital sino-guinéen. Donc aujourd'hui, je pense que trop c'est trop, on a atteint un certain niveau. Le nombre de décès, le nombre de morts par balle a atteint la barre des 200 et quelques jeunes dans cette zone. Depuis 2010 à nos jours, bien sûr. Poursuivant, ce jeune leader de l'Axe déplore le comportement non professionnel des agents de la police et de la gendarmerie sur le terrain. Selon Ibrahima Aminata Diallo, ces hommes en tenue continuent à endeuiller des familles qui habitent l'Axe Amdalaï, Bambeto, Koza et Wanindara. Et nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, dans cette zone, nous avons décidé qu'il faut qu'il y ait l'autopsie sur le corps des jeunes. C'est ainsi donc, on s'est rendu dans cette famille et on a essayé d'échanger avec les jeunes. Difficilement, on est parvenu à les convaincre, mais finalement, on a réussi à retirer le corps dans les mains des jeunes pour l'envoyer à Ignace Dine à des fins d'autopsie pour ouvrir une enquête. Parce qu'on ne peut pas continuer à enterrer les gens qui sont tués par balle et que cela reste dans les oublis. Aux dernières nouvelles, la dépouille mortelle du jeune Mamadou Saïdou Diallo serait à la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour des fins d'autopsie. L'Agence nationale de sécurité sanitaire était ce samedi 5 septembre 2020 devant la presse guinéenne. Objectif, parler des dispositions relatives à la réouverture des lieux de culte en Guinée. On fait le point avec Mariam Bari et Ibrahima Khalil Silla. Au cours de cette conférence de presse, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est largement revenue sur les mesures relatives à la réouverture des lieux de culte et les dispositions prises pour éviter la propagation de la pandémie dans les écoles. Une occasion également pour les conférenciers de revenir sur le bilan causé par la pandémie. Hier, comme annoncé dans le bulletin journalier, 1377 personnes ont été testées à la COVID-19, parmi lesquelles 110 sont révélées positives, soit un indice de positivité de 5%. Il n'a pas été enregistré de décès hier et 102 personnes sont sorties guéries des différents sites de prise en charge. Si nous faisons le cumul depuis le début de l'année, nous sommes, disons le début de l'épidémie, nous sommes à 9649 cas confirmés parmi les personnes testées et 8832 personnes sont sorties guéries des sites de prise en charge. 61 décès ont été enregistrés. Il y a quelques mois, la propagation de la pandémie a connu une hausse vertigineuse. C'est pourquoi le conférencier du jour demande aux fidèles de respecter les mesures barrières. Le port des bavettes doit être respecté dans les lieux de culte, mais aussi dans les écoles. Parce que si nous portons les bavettes, et même si la distance n'est pas respectée, et que quelqu'un qui a la maladie porte la bavette, son interlocuteur également porte la bavette, si l'on tousse, nous avons la chance que la bavette retienne le virus. Par rapport au lieu de culte, il est question de faire en sorte que l'appel, le temps entre l'appel à la prière et la prière à proprement parler, que ce temps soit raccourci. Donc les attroupements doivent être évités avant la prière, mais aussi après la prière. Mais il est conseillé que chacun, surtout en ce qui concerne les musulmans, essaye de faire les ablutions avant d'arriver sur le lieu de prière. L'ANSS compte se retrouver le mercredi 9 septembre 2020 pour communiquer sur les projets mis en place pour lutter contre la pandémie en Guinée. Je vous le disais à l'entame, selon l'Organisation mondiale de la santé, on sauverait près de 800 000 vies d'enfants chaque année à travers l'allaitement maternel. Cependant, moins de 50% des nourrissons profitent du lait maternel dans le monde. Certains spécialistes de la nutrition estiment que le lait a une importance capitale dans la santé de l'enfant. C'est un reportage de Nassissé Tunkara.
L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Selon l'OMS, on sauverait près de 8000 vies d'enfants chaque année à travers l'allaitement maternel. Malheureusement, seulement 40% des nourrissons sont allaités exclusivement au sein. Partant de ce constat, ce médecin généraliste nous parle de son importance. Le lait maternel est très important pour le nouveau-né, car le lait regorge tout aliment qu'un individu, personne âgée peut consommer, contient du lait, ça se trouve dans le lait maternel. De l'eau à 87,5% par exemple, du glucides, des lipides, des protéines et des micronutriments, c'est-à-dire des dérivés. Une fois que ces éléments se trouvent dans un ensemble réunis dans une seule alimentation, c'est là l'importance du lait maternel. Parce que c'est le lait seul qui peut regorger tous ces éléments-là. En une seule fois. En une tétée, on a tous ces éléments nourriciers de l'organisme. Non seulement ça permet à l'enfant aussi d'avoir le tonus, c'est comme si c'était des polyvitaminiques. Donc, à lui seul aussi, renferme beaucoup d'éléments qui permettent à l'enfant de se nourrir et d'avoir le poids normal. Considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons et les jeunes enfants, le lait maternel est produit par le corps de la femme et sa composition évolue constamment au fil du temps pour s'adapter aux besoins du bébé. L'allaitement permet également un frottement chaleureux entre la mère et son enfant. Nous dirons à toutes les femmes allaitantes d'accepter de donner du lait maternel à leur enfant. De 0 à 6 mois, obligatoirement, sauf si et seulement si la maman est porteuse d'handicap, d'autres maladies ou pathologies d'ordre infectieux. Là, on ne va pas leur dire. C'est pourquoi on dit à toute femme d'allaiter son enfant. Mais se rapprocher dans les centres de santé aussi est plus mieux. Parce que vous verrez, elles vont avoir d'amples informations, beaucoup de conseils à propos. Cette pratique étant importante, elle doit être encouragée par tout un chacun pour la bonne croissance des nouveaux-nés. Restons dans le même registre pour dire que le ministre de la Santé a inauguré vendredi 4 septembre 2020 les locaux de l'unité d'appui et de gestion à la coordination des programmes et projets du ministère de la Santé. Ce département a pour objectif d'améliorer le taux d'absorption des fonds extérieurs et éviter à l'État de rembourser des fonds que les partenaires octroient à la Guinée. C'est un reportage signé Yaye Oumou Bari et Ibrahima Khalil Silla. Cette nouvelle structure du ministère de la Santé a été mise en place pour régler les inefficacités par rapport à la gestion financière de certains programmes et apporter une transparence à la gestion des fonds destinés aux 10 programmes. Le ministère de la Santé avait quelques difficultés, non seulement dans l'absorption des fonds qui étaient mis à disposition, ceci nécessitait des fois des manques de devoirs qui étaient à l'origine de certains remboursements de l'État, dû à la mauvaise gestion, à la mauvaise compréhension de la procédure de certains partenaires, parce que chaque partenaire a sa procédure. Donc, le fait que cette unité de gestion soit créée, cela va permettre au ministère de la Santé d'avoir une réelle visibilité de la gestion de ces différents financements. Ce service d'appui va permettre au ministère de la Santé et ses partenaires de travailler en symbiose sur l'efficacité de l'aide financière pour mieux gérer les programmes de santé. Une initiative qu'apprécie le représentant de l'OMS en Guinée. Comme vous le savez, de nombreux partenaires bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, le Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH, l'initiative Gavi pour la vaccination et d'autres fonds comme la Fondation Bill et Melinda Gates injectent dans le pays des montants importants pour améliorer les indicateurs de santé. Avec chaque programme qui vient avec son unité de gestion ou chaque bailleur qui a son unité de gestion. Quant au coordinateur de cette unité, il précise que son service travaille en étroite collaboration avec les autres services du ministère de la Santé. Compte tenu de tout ce que nous avons vécu ces dernières années, je voudrais d'abord rassurer que ce n'est pas un ministère bis qu'on est en train de créer. C'est un département, c'est un service d'appui
comme les autres services d'appui du département. Donc c'est un service d'appui du ministère de la Santé. Donc pour moi, la première stratégie, c'est de faire comprendre à tout le monde que nous ne sommes pas en train de créer une structure parallèle. Ce n'est pas un ministère bis, c'est un département du ministère de la Santé. Et la deuxième chose, comme son nom l'indique, c'est un service d'appui. Ce n'est pas un service qui va faire le travail des structures existantes. Les services, au contraire, seront appuyés par cette unité pour que chacun soit capable de mieux faire la coordination et la gestion. Et cela s'étale jusqu'au niveau des programmes et les différents projets du ministère de la Santé. Cette structure de gestion va aider le gouvernement à diminuer les difficultés dans le remboursement des fonds mal gérés octroyés par ses partenaires et maintenir sa crédibilité, a souligné le coordinateur du dit projet. Direction à l'intérieur du pays à présent où la salle de conférence du bloc administratif préfectoral de l'Abbé a abrité une réunion d'information et de partage sur les modalités d'installation des différents conseils de quartier et de district de la préfecture. La rencontre a regroupé autour du préfet de la localité l'ensemble des maires, des sous-préfets, des responsables des partis politiques et des représentants des candidats indépendants lors du scrutin communal du 4 février 2018. C'est un reportage de notre correspondant basé dans le Fouta. Au cours de cette rencontre entre acteurs concernés par la mise en place des conseils de quartier et de district dans la préfecture de l'Abbé, le préfet de la localité a exprimé ses vives préoccupations quant aux critères de sélection des représentants de la population à la base. Ne pas faire un choix de conseiller ou de président de district ou de quartier par affinité. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire, en les prenant parce que ce sont des parents, certainement ce serait retarder le quartier ou le district. Des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes qui ont un âge très avancé, alors que la jeunesse peut être présente partout, serait un tort qu'on fait à ce quartier en prenant quelqu'un qui n'est vraiment pas à la hauteur. Ces préoccupations sont partagées par le maire de la commune urbaine de l'Abbé. D'abord, ce que je tiens à rappeler moi-même en tant que maire central, mon souhait serait que les conseils qui seront choisis, surtout les présidents, que ce soit des cadres en tout cas, capables d'élaborer ou en tout cas de proposer un plan de développement pour leur quartier ou pour leur localité. Parce qu'il faut rappeler que le programme de développement local est élaboré à partir de la base. C'est l'expression même des citoyens à la base qui nous permet d'élaborer notre PDL. Donc si les conseils qui sont choisis à la base ne sont pas efficaces, le conseil communal, la commune, la mairie aura du mal à fonctionner. La vice-maire de Dara l'Abbé, Madame Kamara Aminata Bari, a mis l'occasion à profit pour plaider la cause des femmes dans la répartition des sièges au sein des futurs conseils de quartier et de district de la préfecture. Il est à préciser que les acteurs concernés par ce programme de mise en place des conseils de quartier et de district ont jusqu'à la semaine prochaine pour déposer les différentes listes retenues à une commission spéciale installée au siège de la préfecture de l'Abbé en vue de vérification de la conformité avec les textes en vigueur en République de Guinée. Les fidèles musulmans de Guinée ont repris le chemin des mosquées vendredi 4 septembre 2020, fermées plus de 6 mois à cause de la pandémie du coronavirus. Toutes les mosquées ont été réouvertes suite à une décision du secrétariat général des affaires religieuses. Juste après la prière de vendredi, certains citoyens ont livré leurs sentiments. Suivez. Men adduno bidon jiɗi men jo'ine dambuɗe jaami on fof min wi kala naato ka jaamiw ga ko yo sooɗo Allah ɗi jama o respecti ɗum ɗon naata ka jaamiw min wi kadi yimɓe ɓen ko ɓe jooɗo ɓe acca distance wono 1 métre hakkunde yimɓe ɓe ɗum ɗon kadi waɗa tawa no jooɗora noon ɗum kadi mankali jama on heewi seeni ga heewi tef ka juulirde ka yaasi ga kadi heewi. Nous disons Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin. Dieu nous avait privés de notre lieu de culte qu'on appelle la mosquée. Et aujourd'hui, avec sa volonté, il nous a encore autorisé de venir réouvrir pour une seconde fois. Donc tous les musulmans et musulmanes,
Nous sommes tous contents aujourd'hui pour la réouverture de la mosquée. Louange à Allah qui nous a permis aujourd'hui de vivre ce moment, un moment de bonheur, parce que franchement on était tellement triste. Il y a des mois qu'on n'a pas prié à la mosquée, surtout la prière le vendredi qui est une prière très importante pour le musulman. Donc il faut le dire qu'on est vraiment très content aujourd'hui d'avoir effectué cette prière à la mosquée. Et il faut le signaler que nous là on a prié, tout était respecté, les gestes barrières, il fallait se laver les mains, il fallait porter le masque, il fallait laisser une distance entre les gens. Donc du coup, en tout cas dans la mosquée c'était respecté. Un appareil pour voir la température des gens, donc disons que ça s'est très bien passé. Moi je pense que je veux sûrement lancer un appel à l'État. C'est bien de fermer les mosquées pour peut-être prendre des dispositions, mais moi je pense qu'il vaut mieux prendre cette disposition que celle qui est prise aujourd'hui pour permettre aux musulmans d'aller à la mosquée. Tando ala nyamenka bijima bla an hargero ambra wati kuna janke ante juma salla misri kono yo sali tolu alo yana ani jankaro ni franyo na mutu aye alaihina silamalla bimbawo ni bodunya kuna sandi si bato kala bato kedia na ye misri kono ladi. Je me réjouis de l'acte et des mois, je veux dire des mois d'attente sans aller à la mosquée, c'était pas bien. C'est quelque chose que je trouve de très nécessaire et important. Et je pourrais dire à tout le temps chacun de partir avec son masque et ses bavettes, de se laver les mains avant de rentrer à la mosquée et de respecter la distance. Sur le continent, après plusieurs mois d'hospitalisation, l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta a quitté jeudi 3 septembre 2020 la clinique où il était alité sous une forte escorte. Le désormais ex-président du Mali a regagné son domicile privé. C'est un commentaire de Angeline Guilavogui. L'ex-président malien Ibeka est rentré à la maison ce soir. Les Émirats arabes unis ont accepté d'envoyer un avion médical pour le chercher et nous attendons les modalités, a déclaré l'AFP. Un membre de son entourage s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'ancien président avait reçu plus tôt dans la journée une visite du chef de la junte qui a pris le pouvoir. Selon les sources familiales et médicales, une délégation des militaires au pouvoir conduite par son chef, le colonel Assimi Goïta, a rendu visite à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta dans la clinique où il est. Des proches de l'ancien chef de l'État ont confirmé la visite. M. Keïta, âgé de 75 ans, a été hospitalisé mardi et a été victime d'un accident ischémique transitoire, c'est-à-dire un accident vasculo-cérébral qui ne dure généralement que quelques minutes, mais qui constitue un signal d'alerte au risque de survenue ultérieure d'un infarctus. Ibrahim Boubacar Keïta a été destitué par un groupe d'officiers le 18 août après 7 années à la tête de ce pays en guerre contre les djihadistes et après des mois de contestation. Il a annoncé sa démission à la télévision le soir même après avoir été amené de son domicile par des militaires. Il a pu regagner son domicile de Bamako le 27 août. Selon la junte, il n'a plus été vu en public depuis. Il est en résidence surveillée avec un accès restreint au téléphone et à l'Internet. Selon son entourage, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avait obtenu de la junte qu'elle accepte de laisser M. Keïta quitter le pays si nécessaire pour des soins médicaux. Sport dans ce journal international guinéen, Julien Janvier quitte officiellement Brentford en Angleterre. Le défenseur guinéen de 28 ans vient de signer un contrat avec Kassim Passa en première division turquoise, tandis qu'en Espagne, Lionel Messi, lui, ne bougera plus du FC Barcelone. Il a fait savoir à travers une vidéo qu'il a diffusée vendredi 4 septembre 2020. C'est un commentaire signé Ousmane Kaba Keïta. Julien Janvier quitte officiellement Brentford en Angleterre. Le défenseur international guinéen de 28 ans vient de signer un contrat avec Kassim Passa en première division turquoise. Après avoir passé 2 ans en Angleterre, le défenseur franco-guinéen débarque à Kassim Passa où il retrouve son compatriote du ski national Fodé Bangal Koïta pour un contrat d'une durée imprécise. La saison passée, l'ancien joueur du Stade de Rennes, des Red Stars et de Lille a disputé 26 matchs de Championship à Brentford, battu en finale d'ascension à la Premier League. Il a également été dans les rangs de Paul Put lors de la CAN 2019 en Égypte. Sur son compte Twitter, le jeune a délivré ses premières impressions. Heureux de vous annoncer que j'ai rejoint Kassim Passa comme ma nouvelle maison pendant 1 année. Merci à toutes les personnes impliquées pour y venir. J'ai hâte de recommencer.
Après avoir annoncé son départ le 26 août 2020, suite à l'imminente défaite 8-2 face au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions du 14 août dernier à Lisbonne. Une annonce qui a fait trembler le club catalan. Le génie argentin a finalement décidé de rester au Barça. C'est dans une vidéo faite ce vendredi 4 septembre 2020 que Lionel Messi met fin au feuilleton. J'ai dit à la direction que je voulais partir tout au long de la saison. Mais le président me disait toujours qu'on en parlait plus tard. Il ne faisait pas attention à ce que je disais. J'ai été contraint d'envoyer un recommandé pour qu'on m'écoute, a-t-il expliqué. Poursuivant son discours, la Pulga a clairement montré son attachement au club. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Je n'irai jamais en justice contre mon club de cœur. C'est pourquoi que je reste. Pour terminer, il a tout de même rassuré les supporters barcelonais. Je vais continuer ici et mon attitude restera la même. Je donnerai le meilleur. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le club, avec un nouvel entraîneur, des nouvelles idées, c'est bien, mais il faut se donner des mains pour avancer, a-t-il conclu. Pour rappel, un peu plus tôt, Georges Messi, le père et l'agent du joueur, avait déclaré devant les médias dès son arrivée en Espagne qu'il voyait difficilement Léo continuer au Barça. À savoir désormais si Messi va terminer sa carrière au Barça après les rumeurs de son départ en 2013 et celui de 2020. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de votre attention et prenez soin de vous. À présent, nous vous invitons à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur les sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. Là, moi, je vous dis, c'est pas lui-même qui a été opposé depuis avant aujourd'hui. Il a bel et bien dit que son candidature, ça dépendra de son partisan qui sont derrière lui. C'est une grande victoire pour lui. Lorsqu'ils ont voté le référendum, il a été gagné. Et encore, ils ont mis les choses en place, les députés en place. Il y a le président de l'Assemblée, ils ont voté tout ça et ils sont gagnés. Là, moi, je ne trouve pas ça en malheur. C'est toujours en victoire. Moi, mon avis, je suis soutenu à la présidente de la République. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui viennent. Bon, ça, quand même, moi, je n'aime pas aucune personne sauf Alpha Condé. La route aussi, ils ont commencé encore. Ça, quand même, je suis fier. La courant aussi, s'il y avait le deuxième barrage qui continue, vraiment, si la deuxième barrage qui termine, comme le Soapeti, Kareta est déjà fini, mais Soapeti, si Soapeti est venu, vraiment, c'était une bonne fierté pour nous en Basse-Côte, beaucoup même. Ce que moi je comprends dans ça, Alpha Condé veut réellement savoir est-ce que aussi c'est présenté, est-ce que les gens vont voter pour lui. Si les gens, s'ils voient que vraiment les gens ne sont pas pour, il va voir encore la situation comment. Moi quand même, ce que moi je souhaite, Alpha Condé doit laisser pour une autre personne. Alpha Condé peut se présenter parce qu'il est guinéen, mais cela dépendra maintenant des populations qui sont là, qui s'ils votent pour Alpha Condé, là il n'y a pas de problème. Le dialogue est nécessaire, puisque si vous créez une rupture entre le gouvernement et l'opposition, c'est les démarcheurs de nuit qui gagnent. Donc, pour l'effort et le dialogue est nécessaire. Je conviens avec la France. L'acceptation, c'est quand il y a un choix par rapport à sa personne. Il y a en grande partie la population. Je crois que le président, quand je me souviens de certains de ses parcours, il dit toujours qu'il est derrière ses militants. Je ne trouve pas d'objection par rapport à ça. Parce que ceux qui le soutiennent sont la population. Ceux qui ne le soutiennent pas, ils vont témoigner ça dans les urnes. Je crois que ça doit être l'une des élections les plus démocratiques. Parce que la démocratie se repose sur le peuple. C'est les urnes qui vont témoigner pour dire que vraiment, vous avez tenté un troisième mandat. L'objet, nous avons été des opposants.
Dans l'urne, on voit que vraiment il ne passe pas, mais on saura réellement qui est majoritaire et qui n'est pas majoritaire. On ne peut pas empêcher les autres aussi de ne pas porter leur choix sur leur personne. Tu peux ne pas aller, mais tu ne peux pas dire à l'autre de ne pas aller. Donc c'est une question de volonté. S'ils veulent qu'ils aillent, s'ils ne veulent pas, ils sont libres, la réalité leur révèle. C'est un pays qui a trop souffert et qui ne devait pas souffrir. Parce que Dieu nous a donné toutes les ressources. Même nos fruits sont les meilleurs fruits. S'il faut passer par le dialogue pour retrouver la paix et le calme et la sérénité, ce serait une bonne chose. Ça dépendra du peuple guinéen. Parce que dans notre constitution, il est dit, c'est 2 mandats. Donc s'il veut encore continuer, c'est au peuple de dire oui ou non. Il ne le fait pas avec sa bonne volonté. On l'oblige parce qu'il y a des gens qui profitent derrière lui. Sans quoi, je sais que Alpha, je l'ai rencontré 2 fois à Paris. Ils sont en train de le mettre sur le mauvais chemin pour leur intérêt personnel, pas pour l'intérêt de la nation. Parce qu'il pouvait être un bon président et être un bon conseiller pour les autres présidents de l'Afrique. Bon, moi, je sais que Alpha n'a pas l'envie de fatiguer la Guinée, mais c'est des gens qui profitent derrière lui, qui l'obligent à tout. C'est pour cela qu'il est hésitant.